Bonjour à tous. Alors, troisième vidéo qui va parler de plus de philosophie et surtout du philosophe, si ce n'est le philosophe Emmanuel Kant. Kant qui se trouve être à la philosophie ce que pour un alpiniste l'Everest. C'est le sommet, c'est le nec plus ultra, je dirais, de la philosophie et de l'abstraction, que ce soit à travers les catégories, que ce soit à travers les conditions de possibilité de la connaissance, que ce soit dans la dialectique transcendantale. Kant est l'apogée philosophique, notamment avec quelques autres philosophes, notamment avec les écrits de Heidegger, Aristote, Platon, Hegel. On peut mettre Schopenhauer aussi, on pourrait mettre, voilà, avec quelques philosophes. C'est le philosophe de l'Aufklärung, des Lumières allemandes. Cette vidéo a pour intention de présenter Kant à travers, bien sûr, sa biographie, essayer de contextualiser qui était Kant, où se situe sa critique de manière contextuelle, la réponse à Hume, Leibniz ou à Wolff, la réponse au rationalisme, etc. Et dans un second temps, et surtout, ça sera d'une manière structurante. J'essaie ici de donner des cadres normatifs et structurels de la philosophie kantienne, et bien sûr, dans un second temps, ensuite, faire des vidéos en particulier sur certains axes kantiens, comme l'analytique des principes, l'esthétique transcendantale ou la dialectique. Cette vidéo aura pour intention la présentation générale de la philosophie de Kant, les interprétations multiples que Kant a eues à travers le temps, et le corps, bien sûr, le moteur kantien, l'essence même de sa philosophie. Donc, commençons par le commencement, bien sûr, Emmanuel Kant. Pourquoi Kant est incontournable? Kant occupe une place centrale dans la philosophie moderne, en raison de la portée universelle de sa révolution copernicienne. Il réoriente radicalement la métaphysique, et surtout notre conception et notre perception de la métaphysique, bien sûr. Comprendre Kant, c'est accéder à la clé majeure pour saisir la pensée contemporaine. Donc, né à Königsberg en 1724, mort en 1804. Son origine, bien sûr, est bien connue. Kant se trouve être l'apogée et la quintessence même à travers ses critiques. Donc, sachant qu'il vient d'une famille modeste, d'artisans, son père, Johann George Kant, modeste sellier d'origine écossaise, et sa mère, bien sûr, Regina Ruther, connue pour sa rigueur morale et son influence profonde sur Kant. Elle a notamment, bien sûr, dans sa biographie, c'est bien connu que sa mère l'a menée dans des promenades avec ses frères et sœurs, contempler les étoiles, ce qui a mené Kant dans un futur à s'interroger, bien sûr, sur la notion de la morale. Bien sûr, c'est un élève d'un milieu luthérien, bien sûr piétiste, qui est rigoureux. Bien sûr, à l'époque, l'implication religieuse dans la conception et même dans la discipline était de mainmise. L'importance de la discipline morale et de la sobriété de la foi. La formation initiale stricte qui le marquera durablement dans sa rigueur morale, sa discipline et son sens aigu du devoir. Bien sûr, ici, on rentre, c'est aussi en relation avec l'éthique protestante. Chez les protestants, l'éducation était toujours de rigueur et c'était toujours beaucoup plus que chez les catholiques. Mais bon, donc passons, donc l'étude première par les universités, 1740, accès, études à Königsberg, bien sûr, inscription à l'université, et il a notamment étudié la théologie, les mathématiques, la philosophie, bien sûr les sciences physiques. Et il a notamment entrepris l'anthropologie, la mécanique, bien sûr sa reconstruction de la mécanique newtonienne dans la critique de la raison pure qui va notamment être abordée plus tard. Donc Kant s'intéresse particulièrement à Newton, la science physique, à Leibniz, à Wolff et à la philosophie rationaliste. Bien sûr, à la philosophie anglaise empiriste de Locke et de Hume. Ses premiers travaux, notamment comme précepteur privé auprès de familles nobles, tout en poursuivant ses travaux intellectuels et personnels. Il publie ses premiers écrits scientifiques sur la mécanique céleste et sur la cosmologie. Célèbre histoire naturelle générale et théorie du ciel, en 1755, inspiré des théories newtoniennes aussi. Et la carrière académique, Kant obtient un poste d'enseignant à l'université de Königsberg. Il enseigne les mathématiques, la logique, la métaphysique, la géographie et, comme je disais, l'anthropologie. Et il faut bien comprendre ici qu'avant l'accès à Königsberg, il y a eu un grand temps. Il y a eu beaucoup de temps passé sans enseignement
où Kant était tout simplement, voilà, comme je dis, qui enseignait en privé pour des notables, pour des barons, et c'est qu'à la fin qu'on lui a proposé, après 20 ans de vie passée, qu'on lui a proposé Königsberg. C'est donc à la fin de sa vie, enfin, pas à la fin de sa vie, mais à la moitié de sa vie qu'il a accédé à Königsberg. Il a toujours voulu enseigner, et il a refusé énormément d'opportunités d'enseigner dans d'autres universités. Donc ici aussi, on peut voir sa morale qui est assez intransigeante. Et Kant, bien sûr, par lui-même, Kant développe des habitudes strictes et méthodiques. Réveil, repas, promenade, travail quotidien, ses promenades régulières, notamment dans sa biographie célèbre. Les habitants peuvent régler leur montre, même sur ses sorties quotidiennes, aux alentours de 15 heures ou de 16 heures. Donc, qu'est-ce que les Lumières la devise fondamentale, ose savoir, ose te servir de ton propre entendement. La raison n'est plus subordonnée à l'autorité religieuse, monarchique, elle devient autonome et critique. Donc voilà, ça c'est un peu l'aspect biographique de Kant. J'aimerais maintenant, je ne vais pas trop m'attarder sur la biographie, il y a assez de vidéos pour ça. Donc j'aimerais contextualiser en premier temps la critique kantienne, surtout pour ce qui concerne le rationalisme, la critique concerne Leibniz et Wolff. Il aborde l'idée qu'il existe, que tout ce qui existe doit avoir une raison suffisante, principe de raison suffisante de Leibniz, autrement dit, rien n'arrive sans qu'il y ait une cause ou une explication qui puisse en rendre compte. Bien sûr, il laisse également en héritage l'idée que la métaphysique, si elle est rigoureusement établie, peut fournir des preuves quasi mathématiques, c'est-à-dire déductives de l'existence de Dieu, de l'immortalité de l'âme, etc. Notamment, en second temps, bien sûr, la réponse à Kant, à Wolff, là j'introduis Leibniz et Wolff, donc le successeur et vulgarisateur aussi, Christian Wolff, donc 1500 et 1700, 1600 et 1700. Donc l'idée de Wolff de systématiser la métaphysique en plusieurs branches, ontologie générale, cosmologie rationnelle, psychologie rationnelle et bien sûr théologie naturelle, que Kant critiquera, notamment avec ses arguments d'Assalem dans la dialectique transcendantale. Et la méthode wolffienne, bien sûr, qui consiste à partir de définitions claires, puis de déduire logiquement, un peu à la manière des géomètres, un ensemble de propositions censées décrire la réalité. Le principe de raison suffisante, Wolff s'en sert comme base pour prouver, par exemple, que le monde était contingent, doit avoir une cause première, Dieu, que l'âme doit être une substance simple, etc. Le projet de Wolff est de faire de la métaphysique une science démonstrative, fondée sur la raison pure, indépendamment de l'expérience, alors que Kant, c'est bien sûr le sujet modulateur qui est impliqué ici, sujet-objet, forme dans la tradition de Leibniz et de Wolffienne, Leibnizo-Wolffienne, va finir par en dénoncer les limites, voire les illusions, notamment, comme je disais, à travers ce double aspect de la modulation, qui n'est pas un dualisme, mais on reviendra plus tard. Donc les cibles de pourquoi cette critique, et surtout pourquoi critique-t-il Wolff et la scolastique psychologique? Parce qu'il faut bien comprendre ce que la tradition, traditionnellement, c'était l'âme, la substance, inspirée de Descartes et de Leibniz. De cette simplicité, on conclut l'immortalité de l'âme, ou de la perfection de l'âme, chez Descartes notamment aussi. L'identité personnelle est garantie par la persistance d'une même substance, pensante bien sûr, res cognitas et res extensas de Descartes. Et l'existence de Dieu, cause des êtres pensants, déductible par la raison pure. On fait intervenir le principe de raison suffisante pour justifier bien sûr qu'il y a un être nécessaire. Ce que Kant remet en question, les paralogismes de la raison pure dans la pratique psychologique, rationnelle, de la critique de la raison pure. Kant montre que l'on confond, je pense, l'acte de conscience avec l'idée du jeu substantiel. Un jeu substantiel qui se trouve être une confusion. Un simple sujet logique devient une substance réelle. De là naît l'erreur. On croit pouvoir prouver l'existence de la nature de l'âme en tant qu'entité immortelle et simple, alors que ce n'est pas un prédicat. C'est quelque chose qui peut s'attacher. On ne peut pas attacher quelque chose à une substance ou à une essence. Donc il y a une illégitimité de passer du concept à la réalité. Pour Kant, on ne peut pas démontrer l'existence d'une chose.
Donc Dieu, l'âme, qui se trouve pour Kant dans le monde nouménal, à partir de son seul concept. Le concept n'est pas suffisant ici. L'être n'est pas un prédicat réel que l'on peut ajouter à un concept. Ce sont nos intuitions issues de l'expérience sensible. Donc il faut comprendre, bien sûr, que la notion de modulation ici est très importante, puisqu'il n'y a pas d'expérience sensible, donc on ne peut pas comprendre la chose en tant qu'il n'y a rien à la coller. Une rose est rouge, donc la rougeur de la rose rajoute quelque chose à la rose. C'est un prédicat, donc la rose est rouge. Le qualificatif, le prédicat, se trouve être la couleur ici. Alors qu'un être substantiel, enfin une substance comme ça, qu'on pourrait penser juste à travers la perfection, et en fin de compte, juste une équivalence qui n'a rien pour déterminer un objet dans la réalité. Dans la critique de Wolff, le principe de raison suffisante. Wolff croit pouvoir dérouler la totalité de la métaphysique à partir du principe de raison suffisante. Bien sûr, Kant rétorque, bien évidemment, à ce principe régulateur. On cherche toujours des causes. C'est la tendance naturelle de l'esprit. Mais cela ne signifie pas que nous ne puissions pas, par la raison spéculative, asseoir des conclusions métaphysiques. Dieu, l'âme ou le monde encore, avec la même certitude que les mathématiques. Parce que les mathématiques sont pour Kant, c'est ça, la base fondamentale de Kant, que ça soit l'a priori, à travers le cause et l'effet, ou que ça soit des principes modulateurs comme des principes synthétiques. Donc toute cause a un effet, tout effet a une cause. C'est des exemples prototypiques pour comprendre l'entrelacement un peu kantien. Et donc, il y a une différence entre les jugements analytiques, décomposer un concept, et les jugements synthétiques, ajouter de l'information. Je ne sais pas, admettons que jugement synthétique, chaussure est noire. Le prédicat noir, qualificatif, ajoute quelque chose à l'idée de chaussure. Donc l'analytique, si un cercle est rond, vous comprenez bien la rondeur dans le cercle. Je n'ai pas besoin de vous expliquer le concept ou l'idée du cercle. Il y a ici un entrelacement très important à faire, dans le sens où c'est un point de divergence fondamental pour la raison suffisante, qui ne peut pas par elle-même définir la réalité ou de la totaliser dans son ensemble. On ne peut pas comprendre le tout à travers la raison. Il y a toujours besoin d'un ajout conceptuel. Voilà. J'y reviendrai plus tard entre la distinction entre phénomène et noumène et la raison et l'entendement. Voilà. Donc, bien sûr, d'autres disciples, comme Jung, d'autres rationalistes mineurs, il est possible que Jung fasse référence à un disciple secondaire de Wolff, ou un penseur représentant la psychologie rationaliste. Le cœur de la critique kantienne reste le même. La pensée pré-critique, donc scolastique ou dogmatique, prétend rendre compte de l'âme ou de Dieu en s'appuyant sur un usage purement logique et conceptuel. Kant reproche donc aux auteurs de poser des entités au monde, comme les objets de connaissance démonstratifs, alors que pour lui, sur Dieu, l'âme ne sont pas démonstratifs pour Kant, alors que Kant, pour lui, la raison spéculative, livrée à elle-même, se heurte forcément à des antinomies. Donc c'est des illusions, c'est des contradictions et des paralogismes internes qui se trouvent dans le monde, bien sûr, nouménal. Bien sûr, l'argument célèbre d'Assalem, qui va donner lieu d'exemple ici, pour pouvoir comprendre de quoi on parle. Donc, Dieu est l'être tel qu'on ne peut rien concevoir de plus grand. C'est la somme la plus grande. Il est logiquement plus grand, donc il est parfait d'exister. Donc, il existe réellement, dans la réalité, que n'existe que dans l'esprit, le concept. Donc, si nous concevons Dieu comme un être parfait, il implique son existence réelle. Alors que la version scolastique postérieure, la scolastique, les rationalistes comme Descartes ou Wolff, reprennent l'idée en ajoutant que l'existence, apparemment c'était l'idée scolastique, et Wolff et Descartes le reprennent, cette idée en ajoutant que l'existence est une perfection. Si l'on conçoit un être parfaitement parfait, il doit inclure l'existence qu'on attribue. Donc la perfection est attributive. Donc, d'où l'idée que le concept même de Dieu implique qu'il existe vraiment. La réfutation kantienne, la thèse maîtresse, l'existence n'est pas un prédicat réel. Encore une fois, le prédicat ici, c'est un qualificatif. Il qualifie quelque chose, un objet, une réalité. Donc quand je dis qu'un objet, qu'il est grand, rouge ou parfait, je lui attribue une propriété.
Cette propriété est bien sûr réelle puisqu'elle s'accole à la réalité, tangible. Donc cette propriété qui modifie le concept de l'objet. Mais lorsque je dis qu'un objet existe, je ne lui attribue pas un prédicat supplémentaire. J'affirme simplement qu'un concept correspond à quelque chose dans le réel. Et bien sûr, de la simple analyse d'un concept, on ne peut pas faire surgir son existence réelle. Donc on peut déployer ici toutes les perfections que je veux dans la définition d'un être. Cela ne prouve pas qu'il existe hors de mon entendement. Donc la conséquence est l'argument d'Assalem, ici par une confusion entre le plan logique, conceptuel, et le plan de l'existence réelle. L'être et l'existence n'est pas un attribut qu'on pourrait logiquement déduire. Il faut une confrontation à l'expérience. Il faut se confronter à l'expérience, aux phénomènes naturels et empiriques. Donc c'est le concept de la perception transcendantale de Kant, intuition dans l'espace, localisation d'objets dans l'espace, intuition et mémorisation. Donc ces trois fondements forment en quelque sorte, donnent lieu au réel, à la conscience du jeu, qui n'est pas, encore une fois, qui n'est pas un jeu cartésien, mais un jeu transcendantal. Donc à travers ces articulations, Kant définit, il définit même le sujet pensant. Donc voilà. Voilà. Maintenant, il faut comprendre à travers cette contextualisation la réponse. C'est la réponse un peu de Kant à la substantialisation de Leibniz, à la raison suffisante de Wolff, aux arguments de Descartes, mais il a donné beaucoup plus d'arguments, je reviendrai plus tard dans une autre vidéo. Mais il faut notamment définir l'entendement. Qu'est-ce que Verstand et Vernunft, c'est les deux concepts, c'est l'entendement et la raison. Qu'est-ce que l'entendement et la raison? Il faut bien comprendre que, définition générale, l'entendement est la faculté qui produit des concepts et jugements. C'est lui qui pense au sens d'organiser les données de la sensibilité selon des formes logiques et des catégories, comme la causalité et la substance. La substance est quelque chose qui ne change pas, et la causalité, ce sont des causes premières, ce sont des fondements premiers sur lesquels on est obligé d'appliquer des schémas ou certaines conceptions pour pouvoir organiser et réguler des notions ou des théories ou des postulats. Donc, bien sûr, ici on admet bien la critique, et notamment l'interprétation néo-kantienne de l'école Ernest Cassirer, Natrop, l'école de Marbourg, Cohen, Natrop et Cassirer, bien sûr. Donc voilà, comme je disais, dans la critique de la raison pure, Kant, les pensées sans contenu sensible sont vides, et l'entendement a besoin de sensibilité, espace-temps pour pouvoir structurer quelque chose. Les catégories comme instruments. Donc voilà, il faut bien comprendre cette conception pour pouvoir cerner la philosophie kantienne, surtout pour ce qui concerne Vernunft et Verstand, comme je disais, l'entendement et la raison, et notamment dans le sens où, bien sûr, on comprend ces concepts comme fondement de la critique kantienne. Donc il y a une certaine unité. Donc Verstand, c'est l'intellect, le concept de l'entendement, c'est la spontanéité, c'est la faculté d'unité des représentations, c'est les apparences, au moyen des règles. Alors que Vernunft, la raison spontanéité, action de la pensée, tandis que la raison est la faculté d'unité des règles au moyen de principes. Donc il y a ici le fondement. Donc l'entendement possède les catégories comme instruments. Les catégories sont des instruments, il faut bien comprendre. L'entendement possède un stock, des catégories, unité, pluralité, possibilité, etc., qui servent à unifier le divers sensible, les objets et de la connaissance. L'entendement qui confère une objectivité aux représentations, en appliquant des catégories à ce qui est donné par la perception, les phénomènes. Il y a une distinction à faire, bien sûr, fondamentale entre les phénomènes et les noumènes. Les phénomènes qui se trouvent être déterminés à travers un objet, exemple une pomme. Une pomme, sa rougeur, sa densité, son opacité. Une pomme est un objet localisé dans l'espace. Cette pomme en question est un objet qui est déterminé. Mais attention, on ne comprend pas la chose en soi. La pomme serait la chose en soi, mais elle est méconnaissable. Mais on comprend que le phénomène de la pomme. Donc la pomme est un phénomène. Et on ne peut la comprendre qu'à travers, bien sûr, les catégories qui s'y appliquent. Mais en tant que telle, la pomme est méconnaissable, puisqu'elle ne peut pas être connue. On n'est pas ici dans une interprétation réaliste ou d'un idéalisme objectif, comme cela peut être notamment chez Hegel, mais ici on est dans une représentation des catégories qui, à travers elles, peuvent nous donner la connaissance. Le sujet n'est que condition de possibilité d'accessibilité, si vous voulez.
hein. On peut accéder à une chose qu'en tant que, euh, qu'en tant que sujet modulateur. Donc c'est pour ça que l'entendement possède les catégories de possibilités qui servent à unifier le divers sensible. Ainsi, l'entendement qui confère une objectivité aux représentations en appliquant les catégories qui est donnée par la perception des phénomènes. Donc la finalité de l'entendement, du point de vue de la critique de la raison pure, l'entendement a pour rôle de fournir des règles de l'expérience, comme ordonnées qui se présentent à nous. Il opère dans le domaine de la finitude, c'est-à-dire qu'il ne traite que de ce qui peut être saisi dans l'expérience possible, structuré par l'espace, le temps et les catégories. Donc on en arrive bien sûr, je disais, la raison Vernunft, la faculté des idées et des principes suprêmes, fonction de la raison. La raison au sens, les facultés qui dépassent les jugements de l'entendement pour chercher les principes ultimes de l'unité absolue. Et notamment, c'est les idées de la métaphysique. Les contradictions chez Kant, ou même chez Hegel, les antinomies ne sont pas toujours des contradictions logiques ou des principes d'équivalence, mais ce sont des processus, comme notamment le concept de Aufbung, le dépassement chez Hegel, ce concept, non, désolé vous me pardonnerez de la manière dont je m'exprime en allemand, mais voilà, de dépassement, comme je disais chez Hegel, et cet aspect-là, il faut bien le concevoir et l'articuler, parce que dans une école plus analytique, post-philosophique, ce concept est vu comme contradictoire. Logiquement, il n'est pas plausible. C'est des équivalences, des contradictions. Alors que pour Hegel ou Kant, la philosophie classique, il y a un enchaînement des idées, et ces idées, en quelque sorte, nous donnent lieu ou donnent accès à d'autres idées qui sont, elles, plus uniformes et qui nous donnent l'unité à la fin. Donc ce sont en quelque sorte des régulateurs, ils nous aident à nous dépasser. Donc comme je disais, la fonction de la raison est la faculté de dépasser les jugements. C'est elle qui, dans la métaphysique et au-delà de l'expérience, c'est ça. Donc Dieu, l'âme, le monde et sa totalité. Elle élabore donc des idées au sens kantien, qui ne peuvent pas être pleinement validées par l'expérience, car elles vont au-delà du phénomène, mais qui répondent à un besoin de systématicité et d'enchaînement de la pensée. Donc elle élabore donc des idées, comme je disais. Et bien sûr, les idées de la raison, Kant distingue trois idées principales: l'âme psychologique, le monde cosmologique et Dieu théologique. Et donc la raison spéculative, qui aspire à démontrer l'existence ou la nature de ces réalités. Selon Kant, elle s'égare dans les antinomies ou les paralogismes. Comme je disais auparavant, les erreurs inévitables dès qu'elles sortent du champ de l'expérience. Pourtant, ces idées ne sont pas vaines, dans le sens où elles ont une fonction régulatrice. Elles poussent la connaissance à aller plus large, de penser d'une manière plus large, de s'émanciper, et bien sûr les contradictions servent ici de systématiser et d'unifier, bien sûr. Et bien sûr la raison pratique contre la raison spéculative. C'est ça qui est important, c'est du point de vue pratique et éthique, la raison est également fondamentale. Elle peut prescrire des lois morales, des impératifs catégoriques qui s'imposent comme principe de la volonté. C'est sur ce terrain que la raison se voit reconnue une capacité à légitimer, à poser des postulats comme la liberté, Dieu et l'immortalité. Donc très important de reprendre en considération, avant que je m'éloigne, bien sûr, les synthèses et les critiques. Kant fournit trois critiques, critique de la faculté, critique de la raison pure, critique de la raison pratique, critique de la faculté de juger, donc 1781, 1788 et 1790. Ces trois critiques, c'est la faculté qui correspond aux grandes facultés humaines, connaître, agir et bien sûr évaluer. Il faut bien comprendre que Kant admet dans cette perspective qu'il y aurait bien sûr trois questions fondamentales. Que puis-je savoir, le problème de la connaissance abordé dans la critique de la raison pure. Que dois-je faire? Problème de la morale. Que m'est-il permis d'espérer? Le problème de la religion et de la métaphysique, abordé notamment dans la critique de la faculté de juger et d'autres écrits. Et bien sûr, ces trois-là, on arrive à la quatrième, was ist der Mensch? Qu'est-ce que l'homme?
question anthropologique notamment qui a été œuvre d'interprétation bien sûr. Et donc j'aimerais, voilà, j'ai fait une petite parenthèse avant de continuer sur la raison et l'entendement, dans le sens où il y a chez Kant la question anthropologique qui requiert beaucoup d'interprétation. C'est pour ça que la raison et l'entendement, dans ces trois questions, est toujours à débat. Surtout, qu'est-ce que l'homme, hein, et ces interprétations se confrontent toujours à l'élaboration toujours plus sophistiquée de la finitude chez Heidegger, ou de l'épistémologie chez Cassirer, ou de la non-sortie de la métaphysique que Hegel a notamment donnée, hein, parce que si on admet Kant et la révolution copernicienne, on admet bien sûr que Kant n'a jamais, chez Hegel ou chez Heidegger, Kant n'est jamais sorti de la métaphysique, donc on peut continuer dans cet aspect, notamment la question du noumen chez Hegel, etc. Donc voilà, petite parenthèse fermée, donc je continue, hein, bien sûr, hein, donc chez Kant, hein, notamment sur les hiérarchies et ou collaboration. Hein. Donc chez Kant, hein, ces deux facultés ne sont pas strictement, donc raison et entendement, l'entendement et la raison, hein, donc, ne sont pas strictement hiérarchisées. Hein. Elles ont des rôles distincts mais complémentaires. L'entendement sans raison resterait dans la multiplicité dispersée. Hein. Donc, comme je disais, la spontanéité, hein, le concept, hein, viser l'unité dernière. La raison sans entendement ne serait que spéculatif, ne serait que spéculation. Hein. Et c'est pour ça que la raison est d'ailleurs tentée d'outrepasser ses limites en prétendant à connaître au lieu de simplement réguler, de rechercher. Le sens de cette distinction est fondamental dans le sens où elle en advient à donner lieu à, de manière un peu synthétique, hein, faculté et catégorie. Hein, donc l'entendement, hein, pour refermer cette parenthèse, l'entendement, hein, intervient l'entendement qui applique les catégories, donc la causalité, la substance, l'unité, la pluralité, pour structurer la matière, hein, fournie par la sensibilité. Les catégories sont également a priori. Nous les apprenons par l'expérience. Nous les avons déjà en stock pour donner un sens, hein, une objectivité à ce que nous percevons. Les phénomènes, hein, ce sont les résultats quand on combine les formes de la sensibilité, hein, l'espace et le temps, comme je disais l'exemple de la pomme. Et les catégories de l'entendement, on obtient le phénomène. C'est l'objet de l'expérience possible. Tout ce que nous pouvons scientifiquement connaître, physique, chimie, etc., se situe au niveau phénoménal. Donc, on en advient ici à cette double distinction, hein, de l'édifice kantien entre raison et entendement. Il faudrait maintenant, à travers la raison et l'entendement, nous fournir aussi un schéma, qu'est-ce que le phénomène et qu'est-ce que le noumen. Hein, c'est les définitions, le phénomène, hein, est l'objet tel qu'il nous apparaît, c'est-à-dire la réalité telle qu'elle est façonnée par nos formes de la sensibilité. Hein, donc je répète, hein, sensibilité, condition de possibilité. Et il faut une condition de possibilité pour qu'un objet soit, non ? Donc c'est l'espace et le temps. Le temps est en nous et l'espace est horizontal et structurant. Hein. Et bien sûr, à travers le temps, la causalité et la substance se font dans les catégories de l'entendement, la causalité et la substance. Hein. Donc cette apparence, hein, ces apparences, c'est une illusion, c'est la seule manière dont les choses peuvent être données à un sujet connaissant humain. Le rôle des formes de sensibilité, hein, on n'oublie pas que chez Kant, le sujet n'est que sujet réceptif. Hein. On est toujours un réceptacle, hein, qui prendrait. Hein. Donc on est non connaissant, mais on a les conditions de possibilité de la connaissance. Et donc cela forme, hein, les apparences. Hein, ces apparences n'est pas une illusion. C'est la seule manière dont les choses peuvent être données à un sujet connaissant humain. Le rôle des formes de sensibilité, l'espace et le temps, comme je disais, sont des conditions à de toute perception. Cela signifie que tout ce que nous percevons se distribue inévitablement dans un cadre spatio-temporel, avant même que l'entendement n'applique ces catégories. Le phénomène est ainsi toujours spatio-temporel. Nous ne pouvons pas faire l'expérience d'un objet hors du temps et de l'espace. C'est structurellement impossible pour une conscience humaine. Intervention des catégories. Après avoir reçu les intuitions sensibles, l'entendement organise les données par les catégories, unité, pluralité, causalité, substance, etc. Le phénomène devient alors un objet d'expérience objective, d'où la possibilité de la science pour Kant. Hein. Notamment dans l'interprétation, une des interprétations des néo-kantiens de la double causalité. Hein. On en reviendra après. Kant parle parfois d'objet de l'expérience possible, hein, pour souligner que la connaissance est toujours médiée
par ses conditions structurelles. Donc, on en advient que les phénomènes forment le domaine de la connaissance possible. C'est à ce domaine que les jugements synthétiques a priori s'accolent comme, comme la causalité ou la permanence de la substance, s'appliquent légitimement. On comprend donc que toute connaissance objective pour Kant est forcément connaissance d'un phénomène, jamais d'une chose en soi. Donc le noumen, on a présenté ici le phénomène, donc le noumen, la chose en soi, Dingen sich, en allemand, la chose en soi. Le concept limite est problématique, la distinction entre noumen est parfois identifié à la chose en soi. Kant opère une certaine nuance terminologique. Il faut toujours nuancer avec Kant. La chose en soi vise une réalité indépendante de notre façon de la percevoir. Donc le noumen se dit tantôt au sens négatif, tout ce qui n'est pas phénomène et que nous ne pouvons pas connaître, et tantôt au sens positif, l'objet d'une intuition intellectuelle, pure, qui seul, hypothétiquement, des êtres suprasensibles pourraient en saisir. Donc le noumen au sens négatif, c'est l'idée qu'il peut exister un objet au-delà ou en dehors de nos catégories, de notre intuition sensible. L'exemple de la pomme. Nous n'avons aucune connaissance possible parce que notre connaissance suppose toujours l'espace, le temps et les catégories. Ce noumen négatif fonctionne comme un concept limite. On peut donc le postuler pour ne pas réduire le réel à une simple projection de l'esprit humain, comme notamment à travers les panpsychistes. Mais on ne peut rien en dire de déterminé. C'est ça qui est important. Rien de déterminé. Seulement dans le phénomène. Tout est déterminé que dans le phénomène. C'est l'idée d'un objet directement saisi par des intuitions intellectuelles, sans passer par les sens. Kant dit que pour nous, ces intuitions intellectuelles est impossible, car notre entendement ne peut saisir les choses que via la sensibilité. Donc, il y a le sujet, mais le sujet est passif. Attention, il n'est pas que passif au sens ancien, il est actif, en tant qu'il implique les catégories sur des schémas de l'intuition. Exemple, l'intuition pure, l'intuition, c'est la perception, c'est la sensation, c'est la réceptivité, et la perception, qui a donné lieu notamment à la perception. Donc il y a en lieu le sujet, intuitionné, une intuition, les intuitions et les intuitions pures. Les intuitions pures, c'est l'espace et le temps. Les intuitions pures, ce sont les conditions de possibilité d'accès à une connaissance ou à un objet déterminé dans le temps. Alors que l'intuition, elle est en nous. C'est nous en tant que sujet réceptif. Distinction entre intuition pure et intuition. Donc le temps qui est interne, qui est en nous. Donc voilà. Kant dit que pour nous, cette intuition intellectuelle est impossible, car notre entendement ne peut saisir les choses que via la sensibilité, donc les intuitions. On ne peut donc pas affirmer l'existence d'un tel noumen positif. Pour nous, il reste purement hypothétique, c'est-à-dire que les êtres de nature supérieure pourraient le connaître, Dieu, l'âme, etc. Donc on peut voir ici une tension entre l'exigence rationnelle et bien sûr l'impossibilité à connaître un objet. L'esprit humain existe toujours d'aller plus loin, de questionner en soi des choses. C'est la dynamique même de la métaphysique. Vouloir saisir ce qui se cache derrière le phénomène. Ou derrière, si vous voulez, l'intuition. Désolé, pas l'intuition, mais derrière l'intention. On cherche toujours dans un métaphysique ou dans un cadre intentionnel, dans un cadre plus métaphysique, de comprendre les intentions du législateur. Cependant, il faut bien comprendre que, structurellement parlant, on est incapable de connaître la chose en soi. Car toute connaissance est conditionnée par les formes a priori, donc la sensibilité et les catégories d'entendement. D'où la fameuse citation de Kant, nous ne connaissons pas les choses en soi, nous ne connaissons que les phénomènes. Donc il y a un statut épistémologique ici, et une conception de la recherche, qui est importante à prendre en compte pour le développement des sciences. Donc le noumen n'est pas un objet de science, ni même de connaissance rationnelle, attention, au sens spéculatif. Il peut être un objet pensé, nous n'avons un concept vide, mais pas connu. Il n'a aucune intuitivité pour nous. C'est pourquoi, dans une certaine manière, un peu... Kant qualifie, pas d'une certaine manière, d'une manière affirmative, Kant qualifie parfois le noumen de problématique au sens logique, car le concept de noumen n'est ni contradictoire, ni attestable par l'expérience. C'est un repère limite, si vous voulez. C'est une limite à la connaissance, appelez ça de l'humilité, mais il y a bon nombre d'interprétations, et on peut, pour ma part, défendre le noumen pour une possibilité métaphysique. Mais
Cela, c'est pour une autre vidéo. Mais bon. Donc, les deux mondes, hein, ces deux aspects, hein, il y a bien sûr plusieurs interprétations ici. Hein. Certains lecteurs traditionnels des deux mondes interprètent la distinction comme disant qu'il y aurait littéralement deux mondes, hein, le monde phénoménal et le monde nouménal, invisible derrière. Et d'autres, notamment chez Henry Allison, estiment que Kant souligne plutôt les deux manières de considérer la même réalité, notre façon de connaître, phénoménale, et ce qu'elle pourrait être en dehors de nos limites cognitives, nouménales, hein, donc qui permettrait l'accès à la moralité kantienne. Dans tous ces cas, la thèse est la même. Nous n'avons pas accès à cette dimension nouménale, quel que soit son statut ontologique exact. Les implications morales, hein, malgré son inaccessibilité, hein, la notion de la chose en soi, noumène est réinvestie dans la critique de la raison pratique quand Kant parle de la liberté nouménale. L'homme, en tant qu'être moral, se conçoit lui-même comme un être libre en tant que noumène, c'est-à-dire indépendamment des déterminations naturelles. Il parle alors de la double appartenance. L'être humain est phénoménal, corps déterminé par la nature, et noumène, volonté libre, déterminée par la raison. Donc ici, il n'y a ni scepticisme, ni dogmatisme. La théorie kantienne n'est pas sceptique au sens où tout serait illusoire. Les phénomènes sont bel et bien réels, ils sont simplement la réalité telle que notre appareil cognitif les rend possibles. Donc, distinction entre phénomène et noumène, que les phénomènes, encore une fois, est l'objet des conditions espace-temps, catégorie, les connaissances humaines, c'est dont la science peut légitimement traiter. Et nous pouvons saisir par l'expérience et la réflexion rationnelle, le phénomène, et le noumène, d'où la chose en soi, n'est pas un objet de connaissance possible. C'est plutôt un repère conceptuel limitant qui montre qu'en dehors de nos structures cognitives, se peut qu'il y ait autre chose. Mais nous sommes dans l'incapacité d'en parler de manière déterminée. Cette distinction est essentielle pour comprendre la thèse kantienne, et ce sur quoi se base Kant, bien sûr, l'a priori et le noumène. Maintenant, j'aimerais aussi introduire l'analytique et le synthétique, les deux fondements même qui ont mené Kant à une grande controverse, notamment chez Wittgenstein, qui l'a critiqué d'une manière plus joviale, on va dire, mais néanmoins, et notamment chez William Quine, Quine, qui était l'école analytique, qui était un relativiste métaphysique et qui était un réaliste logicien, et qui a critiqué philosophie du langage, qui a critiqué férocement Kant, notamment dans les deux dogmes de l'empirisme, qui a critiqué notamment le fait qu'il y a un défaut qui se limite aux énoncés. Donc pour Quine, lorsqu'il attribue pour lui les jugements analytiques, lorsqu'il n'attribue à son sujet rien de plus que ce qui est contenu conceptuellement dans le sujet. Donc le défaut, elle se limite aux énoncés de la forme sujet-prédicat pour Quine. Et elle fait appel à la notion d'inclusion, qui reste métaphorique pour lui. Donc voilà, après cette brève critique, je vais maintenant introduire l'analytique et le synthétique, la définition. Je dirais, un jugement analytique est un énoncé, j'ai déjà donné auparavant, mais je le redonne. Un jugement analytique est un énoncé dans lequel le prédicat est déjà contenu explicitement, donc encore une fois, prédicat qualificatif, ce qui peut qualifier un objet dans la réalité ou dans un énoncé. Là, une couleur qui définirait un objet, ou un attribut qui définirait un autre. C'est ça, c'est un pouvoir attributif, qualificatif. Donc voilà. Et bien sûr, qui est déjà, mais le jugement analytique chez Kant, c'est donc les énoncés qui sont contenus explicitement ou implicitement dans le sujet déjà. Donc, le carré a 4 angles droits. Le carré est déjà contenu dans les angles droits. Exemple géométrique. Le concept de carré inclut déjà l'idée d'avoir 4 angles droits. On ne fait que clarifier ce qui se trouve déjà dans le concept. Caractères, ils sont dits explicatifs. On ne fait qu'expliciter le contenu conceptuel. Ils sont a priori connus indépendamment de l'expérience, dans la mesure où on n'a besoin que de l'analyse des termes pour savoir qu'ils sont vrais. Les jugements synthétiques, eux, à l'instar, un jugement est dit synthétique quand le prédicat ajoute quelque chose qui n'est pas déjà contenu dans le sujet. Il y a un apport d'information qui enrichit notre connaissance. Je disais déjà auparavant, donc on rajoute quelque chose. C'est un qualificatif qui rajoute quelque chose. Un jugement donc est dit synthétique. Donc l'exemple, cette table est brune. Le concept de table
contient pas a priori la couleur brune. Ici, on ajoute un contenu qui vient de l'expérience, jugement synthétique a posteriori. Ils sont extensifs, on élargit la connaissance en allant au-delà du seul concept. Ils peuvent être a posteriori, un jugement synthétique sont a posteriori. Comment les jugements synthétiques a posteriori sont-ils possibles, quand on essaie de démontrer ce postulat, donc, il repose sur l'expérience, ou a priori, c'est la grande question de Kant. Comment sont possibles des jugements synthétiques a priori? Le problème des jugements est le cœur du projet kantien. Kant affirme que les mathématiques, exemple 7 plus 5, 12, et certaines lois fondamentales de la physique, comme la causalité, exemple prototypique chez Kant, apportent une information nouvelle tout en étant connue a priori. Donc l'importance, c'est l'existence des jugements synthétiques a priori, prouver qu'il y a une forme de connaissance rationnelle qui dépasse l'analytique pure, tout en n'étant pas strictement empirique. Comment justifier rationnellement la validité de ces jugements dans la critique de la raison pure se propose justement de montrer que c'est grâce aux formes de la sensibilité, espace-temps et aux catégories de l'entendement, causalité-substance, bien sûr, que de tels jugements sont possibles et nécessaires pour structurer l'expérience. Donc voilà, on a fait le topo. Bien sûr, dans une autre vidéo, je reprendrai ces notions d'une manière un peu plus critique et pertinente. Mais là, c'est encore une fois une vidéo de présentation un peu de Kant. Passer donc la raison et l'entendement, phénomène noumen, l'analytique et le synthétique. Et bien sûr, j'aimerais encore une fois donner un exemple pour que ça soit assez clair, du jugement synthétique et analytique. Donc, un exemple concret, Claude Bernard, qui était un médecin. À l'époque, on pensait qu'il faisait des recherches et qu'il y avait une méthode expérimentale et qui disait, donc, contexte d'expérience, à l'époque, on pensait, exemple, que le sucre présent dans le sang provenait uniquement de l'alimentation. Donc, Claude Bernard, au contraire, soupçonne au contraire que l'organisme lui-même peut en produire ou en stocker. Il formule donc l'hypothèse que le foie joue un rôle particulier dans la formation de la libération de sucre. On parlera plus tard notamment de la glycogénèse. Donc le protocole de l'expérience, un animal, Bernard fait jeûner un animal, un chien, suffisamment longtemps pour s'assurer qu'aucune source de sucre alimentaire n'est disponible dans son organisme. Il fait un prélèvement sanguin, il prélève le sang dans la veine qui porte, donc qui achemine le sang venant de l'intestin vers le foie, puis il prélève du sang dans la veine hépatique qui sort du foie. Et donc, on en advient que il compare la teneur en sucre du glucose dans chacun de ces prélèvements. Logiquement, si l'animal est à jeun et qu'il n'y a plus d'apport de sucre alimentaire, ne devrait pas y avoir de différence notable entre ces deux échantillons, à moins que le foie se produise ou ne libère lui-même du sucre. Résultat, donc c'est la conséquence qu'on dit des jugements synthétiques a priori. Ils sont connus, ils sont synthétiques, puisqu'ils sont a posteriori, mais ils sont a priori parce qu'ils sont connus par notre raison. Et notamment, c'est le concept de l'a priori, de l'entendement. Donc Bernard observe que le sang sortant du foie contient davantage de sucre que celui qui est dans le foie. Qu'est-ce qu'on en advient à dire ici? Le foie n'est pas un simple organe de passage ou de filtration. Il est capable de former ou de libérer du glucose même en l'absence de tout apport alimentaire. Ce qui illustre cette expérience, c'est l'hypothèse préalable de Bernard qui ne contente pas d'observer passivement, de l'ordre expérimental, empirique. Il formule d'abord une théorie, le foie produit ou libère du sucre, qu'il désire tester, confrontation à l'expérience. Il met en place un protocole d'observation de la mesure quantifiable, le dosage, la glycémie, pour valider ou infirmer son hypothèse. Le rôle actif du chercheur, le savant, interroge la nature par l'expérience. Il modifie les conditions, ici, le jeûne, puis la comparaison avant-après le passage dans le foie, pour faire surgir une réponse plus claire. Donc c'est pour ça que c'est au cœur du débat, dans le sens où c'est connu a priori, dans un schéma déductif. Donc on déduit plutôt que tout simplement avec des observations inductives. Donc maintenant, j'aimerais passer bien sûr à l'un des piliers, bien sûr, fondamental d'Emmanuel Kant, qui se trouve être notamment l'espace et le temps. Donc c'est la première partie, les premières antithèses, enfin les premières antinomies, l'antithèse de Kant est l'espace et le temps. Tout est déterminé
Donc, il faut comprendre que l'espace et le temps, c'est l'esthétique transcendantale. Et Kant essaie de donner que euh, ce sont des cadres qui sont inévitables pour l'homme, pour la connaissance, à travers notamment la révolution, comme on dirait, l'interprétation la plus objective, si on voudrait un peu polémique, contre les hégéliens ou des lecteurs de Schopenhauer ou des heideggeriens, la révolution copernicienne de Kant. Il faut comprendre que Kant, bien sûr, entreprend de renverser le point de vue fondamental de la physique. Avant Kant, chez la majorité des philosophes, on ne pensait que l'espace et le temps existaient en dehors de nous, dans le monde, et que l'esprit les recevait passivement. Temps existait en dehors de nous, dans le monde, et que l'esprit recevait passivement. Donc, comme je disais, la révolution, donc l'espace, Kant, la majorité des philosophes, comment ils pensaient. Donc Kant, au contraire, affirme que l'espace et le temps sont des conditions a priori imposées par notre sensibilité elle-même. Autrement dit, c'est le sujet, l'esprit humain, qui, de manière constitutive, projette l'espace et le temps sur la réalité extérieure ou intérieure. L'espace, comme forme de l'intuition externe. L'espace implique, égal aux formes a priori de la sensibilité externe. L'idée clé, nous ne percevons les objets extérieurs qu'à travers un schéma spatial préalable, inscrit dans notre sensibilité. Pour Kant, l'espace n'est donc pas une propriété des choses en elles-mêmes, elle ne se trouve pas dans les choses en soi, mais dans notre monde, dans notre mode de percevoir. Pourquoi externe ? Parce que l'espace ordonne nos perceptions de ce que nous appelons le monde extérieur. Donc la distance, la position, la forme, la contiguïté. Conséquence, donc l'espace n'est pas empirique. Encore une fois, modulation, sujet-objet, elle n'est pas empirique. Ce n'est pas en voyant le monde qu'on découvre l'espace. C'est pas parce que nous sommes des êtres sensibles que nous structurons immédiatement ce que nous percevons en termes d'étendue. Mais les catégories, elles sont structurantes. Cela explique pourquoi les énoncés, exemples géométriques sur l'espace, etc., selon Kant, les formes de connaissances a priori, et non pas de simples généralisations empiriques. Le temps forme des intuitions internes, aussi externes. Les temps égale a priori de sensibilité. L'idée clé, lorsque nous prenons conscience de nos pensées, de nos états, de la suite de nos représentations, c'est dans la forme d'une succession temporelle. Le temps, dans la doctrine kantienne, n'est pas simplement le flux extérieur. C'est avant tout la manière dont nous organisons toute perception, y compris celle de nous-mêmes, notre vie intérieure. On dit parfois que le temps touche tout car les objets extérieurs nous apparaissent dans le temps. Ils sont un avant et un après. Ils peuvent changer et notre conscience interne, nos souvenirs, nos projections se déploient aussi dans le temps. La différence avec l'espace, c'est les formes de l'intuition interne. Ça signifie que toutes nos représentations, qu'elles soient externes ou internes, sont nécessairement perçues comme successives dans le temps. Tandis que l'espace est la forme privilégiée pour saisir la dimension extérieure, distance, contiguïté, etc. Donc le temps s'applique aussi bien à l'extérieur, le changement des phénomènes, qu'à l'intérieur, le flux de nos états de conscience. Il faut faire attention aux formes un peu parfois trompeuses de l'espace en soi et le temps est en nous. Cette formule, si on l'entend littéralement, pourrait être trompeuse. Pour Kant, ni l'un ni l'autre ne sont en soi, au sens de la chose en soi. En soi signifie qu'il n'existe indépendamment de notre façon de percevoir. Or justement, Kant soutient que l'espace ne qualifie pas les choses en soi, mais la manière dont notre sensibilité ordonne l'extériorité. Le temps, lui aussi, n'est pas dans les choses elles-mêmes, ni même dans les objets extérieurs, mais dans la structure de notre sensibilité, surtout pour la conscience interne. Ce qu'on peut dire, notamment, c'est l'espace et la forme de la sensibilité extérieure. On perçoit les choses hors de nous dans une dimension spatiale. Le temps est une forme de sensibilité interne. Nous percevons nos états intérieurs et tout phénomène au final, comme se succèdent dans le temps. Mais pour Kant, tous les phénomènes, qu'ils soient considérés internes ou externes, sont dans le temps, l'espace est spécifique aux données externes, mais le temps est à la fois pour l'externe, il change dans le temps, et pour l'interne, tout est dans le flux temporel de la conscience. Donc
Pour résumer un peu, l'espace et le temps ne sont pas des propriétés objectives des choses, hein, comme le pensaient la majorité des philosophes avant lui, hein, comme, je ne sais pas, à l'époque de Newton, hein, le temps était considéré comme quelque chose d'inaltérable. Après Newton, le temps devient relatif, hein, les choses, hein, à travers une autre chose, hein, relatif à l'individu. Hein. Donc, alors qu'à l'époque, le temps était inaltérable. Hein. Donc, on comprend bien la révolution, pourquoi on appelle ça une révolution un peu copernicienne, hein, puisque le sujet devient modulateur et porteur de toute compréhension extérieure. Donc voilà, ils sont le temps, hein, c'est les formes a priori de la sensibilité, l'espace et la forme de l'extérieur. Pour nous, comment on voit tout ce qui est hors de nous. Le temps est la forme de l'intérieur. Comment on perçoit la succession de nos pensées et, de fait, aussi les changements dans le monde. Ils rendent possible l'objectivité, la connaissance scientifique, géométrie, mathématiques, du temps, physique, etc. Hein, notamment la géométrie euclidienne qui est applicable ici pour Kant. Sans ces conditions a priori, on ne pourrait même pas avoir des perceptions ordonnées ni construire des lois. Kant en tire une révolution, ce ne sont pas les objets qui dictent leurs lois et leur structure, leur structure à notre esprit, mais bien notre esprit via l'espace et le temps, plus les catégories, hein, qui font jonction, qui imposent une forme de rationalité aux données sensibles. En clair, hein, c'est ça, au lieu de penser que l'espace et le temps se trouvent là, en dehors, dans la nature, tels qu'ils sont, ils montrent qu'ils sont en nous, c'est-à-dire qu'ils constituent les conditions transcendantales. Hein, c'est pour ça que Kant, c'est l'idéalisme transcendantal, hein, ou a priori, hein, donc de notre expérience possible. J'espère que j'ai un peu élucidé l'espace et le temps chez Kant. Hein. J'aimerais maintenant passer notamment dans l'aspect des interprétations et surtout Kant à travers ces aspects, notamment des interprétations kantiennes, les grands débats qui ont fait lieu, hein, notamment le grand débat entre Hume et Kant sur la causalité, et bien sûr le débat de Davos, hein, entre Ernest Cassirer et bien sûr Martin Heidegger. Hein. Cœur du désaccord, hein, je vais passer assez brièvement ici, hein, je ferai une vidéo plus spécifique. Ensuite, donc voilà, hein, le cœur du désaccord pour Hume, hein, que la causalité est une construction mentale, sans fondement nécessaire. Alors que pour Kant, elle est une catégorie a priori, indispensable à la constitution même de l'expérience ordonnée. Et bien sûr, les positions de Hume, hein, les arguments, toutes nos idées viennent de l'expérience et la nécessité causale n'est jamais perçue. On ne perçoit que les successions, notamment avec la position de la boule de billard. On ne pourra jamais présumer pourquoi la boule A a donné lieu à la boule B. Mais il faut bien comprendre que la succession ici, on ne peut justifier de façon rationnelle la causalité, comme principe universel. Alors que chez Kant, tout est déterminé d'une manière où que la causalité est en nous. Hein, ce n'est pas un concept empirique, c'est une catégorie de l'entendement. C'est pour ça qu'il sauve en quelque sorte, il sort du scepticisme. Hein, nous l'appliquons à nos perceptions pour faire une suite cohérente. Le fameux jugement synthétique a priori. Cela garantit la validité objective des lois de la nature, sans retomber dans le dogmatisme. Hein, bon, l'impact philosophique qu'il donne, hein, c'est, exemple, comme je disais chez Hume, hein, l'expérience d'un certain phénomène A est régulièrement suivie d'un autre B. Par répétition, notre esprit forge l'idée qu'A nécessite B, hein, donc ça présuppose. Donc Hume insiste sur le fait, bien sûr, que nous n'avons jamais la force et la nécessité de la cause en tant que telle. Nous observons simplement la succession constante. L'idée de nécessité découle de notre habitude psychologique, non d'une nécessité dans l'objet. La réponse kantienne, l'une des réponses, hein, le tournant transcendantal, hein, il y a d'une part le principe général, tout événement, tout changement a une cause, c'est un énoncé synthétique a priori, et d'autre part les lois particulières. Le soleil fait évaporer l'eau, le soleil réchauffe le lac, les vibrations provoquent les avalanches, etc. Ces lois-là sont des connaissances a posteriori, hein, donc empiriques, issues de l'expérience et de l'induction scientifique. Mais encore une fois, nuancé quand même. A posteriori et empirique, c'est pas la même chose pour Kant. Hein. Mais bon, voilà, on dira a posteriori issu de l'expérience. Hein. Donc, distingue clairement deux niveaux de causalité. Hein. Les énoncés causaux généraux a priori, exemple, tout événement a une cause, hein, où tout changement se produit selon des règles causales. Ces énoncés expriment la structure même de la pensée.
Pour avoir une expérience cohérente des phénomènes, il faut déjà que l'entendement impose une règle causale générale, condition de l'objectivité de la succession dans le temps. Nécessité transcendantale, cette nécessité n'est pas une issue de l'observation empirique, elle est plutôt la condition pour penser l'expérience empirique, comme un enchaînement d'événements. On ne la trouve pas dans les choses, mais elle est d'une manière dont notre esprit conçoit l'expérience. Donc les lois causales particulières, a posteriori, exemple le soleil donc, réchauffe le lac, provoque des cassures, ou le choc provoque des cassures du verre, le feu produit de la fumée, etc. Ces lois sont dépourvues par l'expérience, elles sont découvertes par l'expérience, l'observation. L'induction, la méthode scientifique. Nous testons, nous expérimentons, nous inférons des régularités. Dans le sens kantien, la nécessité n'est plus purement transcendantale. Elle est plutôt liée à la régularité empirique formulée sous forme de loi. Donc, on évite la contradiction, l'argument de Kant. On ne peut pas connaître la causalité a priori si on ne parle des lois causales particulières. Mais on ne peut pas la connaître non plus a posteriori si on entend par causalité la notion générale de cause et effet. Donc, la solution kantienne est celle que l'on peut tirer d'une lecture attentive, notamment ou interprétative de Kant, bien sûr, si on admet la causalité, la double causalité, et de scinder la causalité en deux plans. Principe général de causalité, synthétique a priori, tout ce qui arrive à une cause, tout effet a une cause, toute cause a un effet. On a toujours besoin d'un enchaînement un peu pour qu'on pouvoir cerner ou moduler la réalité ou pour que la réalité ne soit pas chaotique. Cette analogie de l'expérience, notamment dans la seconde analogie d'Emmanuel Kant, il dit bien qu'on ne peut pas penser un changement sans le rapport à un principe de causalité. Et les lois particulières de la nature, découvertes a posteriori, telle cause particulière produit tel effet particulier, nécessitent l'induction, l'observation, l'expérimentation. Ici, la nécessité est un terme aux lois que nous généralisons via l'expérience. On peut toujours se tromper, réviser, affiner. Donc la question de la nécessité risque de retomber dans le scepticisme si on admet la position humienne, les objections humiennes, mais cela implique une toute autre forme, une autre portée, puisqu'il faudrait refaire ici d'autres schémas qui ne soient pas causaux, alors qu'on comprend bien que même les schémas causaux et déductifs sont le principe même régulateur de toute science. Kant nous aide à sortir du scepticisme, la nécessité stricte, logique ou transcendantale, ne porte pas sur cette loi particulière, mais sur les formes générales. Il y a une cause à tel changement. Le soleil réchauffe le lac, est énoncé empiriquement nécessaire, mais elle fonctionne dans le cadre des conditions physiques chimiques, que l'on ne remet pas en cause à chaque instant. Mais en droit, la science pourrait la réviser. Et ça, c'est un peu... je ferai quelque chose de plus attentif pour le débat Kant et Hume. Ça requiert une vidéo en particulier. J'aimerais tout simplement, dans cette vidéo, encore une fois, remettre les grands débats et les grands axes kantiens. Donc, bien sûr, on n'oublie pas, bien sûr, donc on arrive au débat aussi, le débat de Davos entre Ernest Cassirer et Heidegger. Et bien sûr, on comprend bien ici, j'aimerais tout simplement dire au préalable que là est tout le schéma kantien. Soit on admet la révolution copernicienne, et donc une lecture plus attentive et rigoureuse de Kant dans le sens où elle va être plus impliquée dans une conception épistémologique, méthodologique, méthodologie des sciences. Donc la question gnoséologique est portée vers l'accès de la condition de la possibilité et de la manière dont on peut, le sujet de la connaissance. Alors que si on admet l'interprétation de Schopenhauer, l'interprétation des hegéliens, des néo-hegéliens, on parle même pas des matérialistes, etc. On parle tout simplement du cadre un peu idéaliste aussi. Donc Schopenhauer, Heidegger, donc Hegel ou Heidegger. Kant n'a pas fait de révolution copernicienne. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas sorti des antinomies qu'il a prétendument dit qu'il était sorti, notamment dans la dialectique transcendantale. Donc soit on admet la révolution copernicienne, néo-kantien, donc l'école de Bade, l'école de Marbourg,
donc dans les théories de Heinrich Ricoeur, hein, et de William Winderland, ou notamment celle de Natrop, Cassirer, etc. Et de Cohen, bien sûr. Hein. Donc voilà, soit on admet la révolution copernicienne, soit on admet la finitude et le sujet de damnation, hein, de donation, de damnation d'Heidegger, hein, et le débat qui a eu lieu à Davos, notamment, que je vais expliquer un peu ici. Donc le cas de Davos, bien sûr, si on contextualise, hein, un contexte historique et intellectuel, qui se trouve 1929, hein, l'organisation de rencontres académiques en Suisse, public un peu intellectuel européen, hein, étudiants et professeurs, intérêt pour le débat de Kant, hein, on essaie de prolonger le kantisme. Hein, le Davos et la disputation voient s'affronter deux figures majeures, hein, les deux protagonistes, hein, Ernest Cassirer, hein, et bien sûr l'héritier néo-kantien de l'école de Marbourg, hein, le sémiotisien, hein, qui fait de la sémiotique, hein, et Heidegger, hein, qui faisait de l'herméneutique. Hein. Donc on avait d'un côté les tenants de la sémiotique et de l'autre l'herméneutique. Et bien sûr la philosophie des œuvres majeures, la philosophie des formes symboliques. Hein. Cassirer, c'était une personne qui interprétait Kant à travers les formes symboliques, et notamment à travers l'accès à la connaissance, à travers ses symboles, la culture, etc. Alors que chez Heidegger, il y avait la question du Zeist, hein, développement d'une ontologie fondamentale centrée sur la question de l'être, de la finitude du Dasein. Hein, l'être étant la conception du Geworfenheit, hein, de la finitude du sujet, hein, et en majeur l'héritage de Kant, hein, notamment dans son livre, hein, La métaphysique, Kant et la métaphysique. Hein. Et donc les prémices théoriques de la culture et la symbolisation chez Cassirer, hein, de l'école néo-kantisme marbourgeois, hein, école de Marbourg, la connaissance scientifique comme paradigme. La philosophie doit clarifier les conditions de possibilité de la connaissance, mathématiques, sciences, de la nature. Hein. Primat de la fonction conceptuelle, l'esprit humain construit activement les lois de la nature. La philosophie des formes symboliques, et l'esprit humain ne se limite pas à la science, il met à travers d'autres domaines, les mythes, hein, la religion, les langues, les arts, etc., hein, régis par des formes symboliques. Chaque forme symbolique est un mode de mise en forme de l'expérience. Donc cette lecture de Kant, hein, Kant est avant tout un fondateur d'une philosophie de la rationalité qui englobe la science et la culture. Hein. L'accent est mis sur la spontanéité de l'entendement et de la structure transcendantale comme universalité culturelle. Cassirer, bien sûr, insiste sur la fonction libératrice de la connaissance rationnelle. Hein. La pensée peut dépasser la finitude psychologique pour atteindre des lois universelles en science et en culture. Hein. Et la liberté et l'ordre transcendantal. Hein. La culture et la symbolisation permettent d'échapper au déterminisme strict. Hein. L'être humain, à travers ses formes symboliques, déploie un horizon d'objectivation et de sens. Heidegger, quant à lui, hein, les prémices théoriques d'Heidegger est l'être étant, la finitude du Dasein. Hein. La question de l'être, Heidegger recentre la philosophie sur la question fondamentale de l'être, notamment délaissés selon lui depuis Platon, bien sûr. Une analyse de la structure de l'existence humaine afin de réouvrir le sens de l'être. Donc l'être, il y a une distinction à faire, bien sûr, en philosophie élémentaire, hein, donc sujet et être. Hein, sujet de connaissance, être est toujours en relation, hein, ontologie, épistémologie, hein, toujours. Sujet-objet, être et temporalité. Hein, donc c'est deux notions qui sont différentes, hein, qui s'articulent notamment chez, exemple, quelqu'un comme Hegel, hein, mais notamment dans les ambivalences hegeliennes, hein, et notamment dans sa dialectique. Mais Hegel est un autre sujet. Mais là, j'aimerais parler notamment sur... Donc, c'est la raison, hein, n'est pas toute... pour lui, hein, selon Heidegger, Kant n'est pas seulement un théoricien de la connaissance, mais d'abord un penseur de la finitude humaine. Et il a essayé de continuer la dialectique transcendantale. Pour Heidegger, Kant n'a pas fini, hein, son œuvre, et la temporalité, notamment, et l'imagination transcendantale. Heidegger met en avant le rôle du schématisme kantien, hein, le célèbre schématisme, hein, puissant, imaginatif, qui articule le concept et l'intuition. Hein. Beaucoup d'interprétations sur le schématisme kantien, hein, notamment dans l'analytique des principes de Kant, hein, qui se trouve être le milieu, hein, une partie très rigoureuse et très conceptuellement très ardue, qui parle beaucoup, hein, de cette imagination et comment les concepts, hein, de l'entendement, a priori, se forment et s'appliquent à la réalité. Hein.
Donc voilà, l'interprétation d'Heidegger met en avant le rôle du schématisme, cette imagination et de la finitude, et témoigne de la limitation radicale de l'être humain pris dans le temps. Donc la liberté chez Heidegger dans la continuité de la pensée existentielle. La liberté est un existentiel, un mode d'être du Dasein. Donc on est dans des catégories de la modalité ici, et non seulement d'un concept rationnel, comme des qualités, etc. Pour Heidegger, la structure existentielle a une fonction symbolique, se projette dans la possibilité, dans le possible, s'approprie son être. Donc le cœur de ce débat insiste sur l'universel, Cassirer insiste sur l'universel et la rationalité constructive. Kant, maître fondateur de la science, Heidegger met en avant la thématique de la finitude, l'existence. La divergence sur la critique de la raison pure, Cassirer voit dans la critique un fondement dans les domaines mathématiques, physiques, l'éthique, la culture et, au sens large, symbolisation. Heidegger voit la finitude. C'est pour ça que cela nous amène à la question de la rationalité, où chez l'école marbourgeoise, la rationalité transcendantale est un vecteur d'émancipation unifiant la science et la culture, alors que pour Heidegger, cette même rationalité doit être interrogée à partir d'une perspective plus originelle. La question de l'être et la dimension existentielle, la question de la liberté, notamment. Donc la liberté chez Kant, notamment, la question de la liberté transcendantale. Il y a le monde phénoménal, le monde tangible et le monde intelligible, qui est nouménal. C'est pour ça que la raison peut exister, en tant que la raison est un postulat pour que la morale soit. On ne pourrait pas comprendre l'espérance, l'infini, l'âme, Dieu, s'il n'y aurait pas ce noumen. Mais en même temps, c'est une raison pratique, c'est ce qui permet au système kantien de fonctionner. On est déterminé dans le temps, mais on est libre dans le monde nouménal, puisque la morale est pratique. Il faut pratiquer la morale. Notamment, il ne s'agit pas de prouver objectivement cette liberté, ce qui est impossible, reconnaît Kant, mais de justifier qu'elle est une condition nécessaire de la moralité. Tu dois, donc tu peux. C'est donc un fondement normatif et non un énoncé empirique. Distinction, intelligibilité, tangibilité. Tangible et intelligible. Donc la liberté, bien sûr, la mortalité. Bien sûr, Kant, dans la critique de la raison pure, ce passage qui est pour moi fondamental à lire et à relire, les solutions des idées cosmologiques qui portent sur la totalité de la dérivation des événements du monde à partir de leur cause. Page magnifique de la dialectique transcendantale, c'est 10 pages qui articulent très bien cette distinction entre phénomène et noumen. On ne peut concevoir relativement à ce qui arrive que deux espèces de causalité, l'une suivant la nature, l'autre par la liberté. Et donc, la liberté morale, comme nécessité philosophique, est argumentée par Heidegger et laisse la question du Dasein s'articuler dans sa finitude. Alors que l'école marbourgeoise implique la connaissance et destitue en quelque sorte la morale en la laissant comme non pertinent pour une lecture kantienne. Mais qui l'implique d'une autre manière, mais ça c'est pour l'école de Bade, moins l'école de Marbourg. Donc voilà, la liberté transcendantale se manifeste dans les capacités du sujet à forger les formes symboliques chez Cassirer, faire progresser la culture. Heidegger, la liberté comme pouvoir être. L'être est toujours en relation en tant qu'il est sujet constant et dans le sujet de son existence. L'expression de l'être donc plus existentielle et moins universaliste. L'école marbourgeoise défend une vue plus néo-kantienne. Donc bien sûr, la philosophie doit éclairer la validité des sciences, plus généralement les productions culturelles. Heidegger s'intéresse moins aux sciences empiriques qu'à la structure ontologique du sujet. Il voit dans la science un mode d'être dérivé, calcul rationnel, et non le fondement premier de la philosophie. Notamment son concept de Gevorg von Heim, qui laisse à sous-tendre que, ou du Gestell, dispositif, bon ça c'est sa critique de la technicité, mais ce sujet qui est délaissé, ce délaissement, on ne choisit pas de naître. Les fonds. Donc voilà. Donc position cassirérienne, donc un rationalisme élargi, prolonge l'idée d'un univers de la culture comme système symbolique. Chez Heidegger, l'ontologie de la finitude introduit la facticité, la temporalité, l'angoisse, l'authenticité. On peut reprocher une espèce d'anti-rationalisme qui relativise les acquis de la science et minimise la dimension
éthique et universelle. Donc voilà, ce sont des considérations très importantes à comprendre, dans le sens où Kant se relève être le pionnier, hein, on va dire, de cette continuité, hein. Et bien sûr, c'est une interprétation, hein, donc la révolution copernicienne qui a été critiquée, hein, notamment, j'ai dit au début, hein, quand on compare la démarche de celle de Copernic, au lieu de présupposer la connaissance à une copie de la réalité, il suggère que la connaissance est le résultat d'une interaction entre ce qui vient de l'expérience, matière sensible, et les formes a priori de la sensibilité, espace-temps, donc de notre entendement et des catégories. Donc ces conséquences, hein, légitimer le domaine des phénomènes du monde, et qu'il apparaît toujours déjà formé par notre esprit. Alors que, donc, ce qui permet la distinction phénomène-noumène, etc. Alors que, comme je disais dans l'autre école, ici, on ne peut pas catégoriser, parce qu'on reste dans la finitude de l'être, chez Heidegger. Et Hegel propose un dépassement dialectique. Schopenhauer reprend une distinction phénomène-noumène, mais il identifie la chose en soi et la volonté. Donc c'est pour ça que, pour Hegel, exemple, le noumène serait un résidu incohérent, puisqu'il ne peut pas savoir qu'il existe si on ne peut rien en connaître. Hein. Donc c'est un paradoxe. Comment on peut penser une chose qui est méconnaissable déjà au préalable? Et là, il y a encore une autre question kantienne, une distinction entre connaître et penser. Hein. Mais on va rentrer dans des sujets, on va rentrer un peu loin. Donc Schopenhauer aussi, hein, à travers, identifie la chose en soi, la volonté, force aveugle et irrationnelle. Kant maintient la chose en soi, hein, mais la morale, Schopenhauer, hein, la compassion devient le pivot en lien avec la reconnaissance. Donc voilà, il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs interprétations de Kant et la complexité n'est qu'ici encore plus fondamentale. Donc bien sûr, il y a beaucoup de philosophes, hein, comme notamment en France Michel Fichant, Henri Allison, qui réinterprètent Kant à leur manière, hein, qui se trouvent être d'une manière un peu pertinente, mais qui structure encore, qui essaie de structuraliser Kant plus. Et notamment, voilà, maintenant j'aimerais passer aussi, en quelque sorte, à un sujet sensible, qui pour moi est très sensible et fondamental, hein, c'est la question de la liberté. Hein, la liberté et la moralité comme nécessité philosophique chez Kant. Critique de la morale chez Kant, hein, critique de la raison pratique, hein, et comment on doit se comporter en tant qu'individu, sujet de moralité, hein, en tant qu'on est seul. Hein. Kant fait une distinction entre l'homo brutum, l'homo sensitivum, hein, et l'homo liberum. Hein. On n'est pas des brutes, mais on est objet de la sensibilité. Et en tant qu'objet de la sensibilité, on est toujours au-dessus, hein, non pas en déca, mais au-dessus, en quelque sorte, de notre sensibilité, et on essaie de concevoir quelque chose de plus grand, d'universel, hein, notamment des jugements, etc. Hein, je ne sais pas, moi. Hein, tous les gens pleurent, jugement universel. Tous les bacheliers sont célibataires, jugement universel. Un cercle est rond. Le cercle est compris dans la rondeur. Donc voilà, la liberté, hein, ce que la science ne peut décréter ou refuter, la pratique morale l'exige. On explique ainsi qu'il existe deux registres distincts, théorie et pratique, et que la liberté fait partie du registre pratique. Attention, la liberté et la morale ici, ce ne sont pas que des calculs, hein. Ce sont une pratique. Donc il faut pratiquer la morale pour que la morale soit. Dans l'ordre phénoménal, mon action a des antécédents causaux. Dans l'ordre pratique, je suis moralement libre et responsable. Notamment pour quelqu'un comme Allison, cette dualité n'est pas un sophisme, mais le cœur même du kantisme. La liberté transcendantale n'est pas un fait observable, mais le postulat rendant possible la responsabilité morale. On parle de postulat pratique parce que pour que la loi morale impérative catégorique fasse sens dans notre expérience, il faut que nous nous concevions comme libres et responsables. Ce postulat n'est pas ad hoc, hein. C'est pas une pétition de principe, hein. Un colmatage de failles. Il est logiquement requis dès qu'on prend la morale au sérieux. Donc voilà, en quelque sorte, la responsabilité, sans la présupposition de la liberté, les actions morales perdent de leur sens, car il n'y aurait pas de choix ni de responsabilité. Si on ment à quelqu'un, c'est universellement admis dans le monde entier. S'il n'y aurait pas de morale, on ne pourrait pas comprendre le sentiment d'une personne qui mentirait, hein. Quelqu'un qui ment, hein, c'est universel. Et c'est admis comme moralement bas. Pareil pour la trahison. La trahison serait inconcevable à comprendre sans la moralité. Donc il y a une universalité ici hypothétique, hein, et une universalité catégorique. Chez Kant, c'est la catégorie. Il y a une différence entre une universalisation hypothétique, conditionnelle, exemple, si je veux X, alors Y. Hein. Il y a une universalisation catégorique absolue. Je dois faire Y, indépendamment de mes désirs ou intérêts empiriques.
Donc, Kant revendique exclusivement la seconde. Donc, cette morale est au cœur du système kantien, hein, notamment sa célèbre citation, hein, bien sûr, deux choses remplissent le cœur d'une admiration et d'une vénération, toujours nouvelle et toujours grandissante. À mesure que la réflexion s'y attache, il y revient. Le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale dans moi. Donc, il faut mettre en relation, hein, mettre en garde contre la confusion entre l'obligation morale autonome, fondée sur la conscience morale, et l'obligation juridique, fondée sur les considérations extérieures. La moralité ne peut être opposée que par la conscience et non par une force extérieure. À travers toute cette... on arrive à la fin de la vidéo. Hein. Bien sûr, dans cette vidéo, j'ai essayé d'une manière, encore une fois, concise, avec d'une manière exhaustive, hein, enfin non exhaustive, bien sûr, hein, d'aborder le sujet kantien. Hein, beaucoup de vidéos sur YouTube et sur des plateformes diverses sur Kant. J'ai essayé dans cette vidéo de faire considérer Kant à travers plusieurs aspects, hein, que ce soit de sa philosophie, de différentes interprétations, etc., pour pouvoir donner un cadre un peu normatif et compréhensible d'Emmanuel Kant, hein, qui se trouve encore une fois pour moi le sommet de la philosophie. Hein. Ce n'est pas un sujet de controverse. Hein. Donc voilà. Bien sûr, je ferai plus de vidéos sur Kant. C'était une vidéo de présentation, encore une fois, non exhaustive. Et je ferai des vidéos à part entière sur Hume, le débat sur Hume, sur la moralité, sur la causalité. Je ferai sur distinction plus pertinente sur le phénomène et nous-mêmes, hein, sur les critiques de l'école analytique de Kant, hein, et des positivistes. Il y a beaucoup de sujets qui n'ont pas été abordés ici, même énormément. C'est très compliqué d'aborder un penseur de cette envergure dans une seule vidéo. Donc voilà, c'est une vidéo présentation et je continuerai à faire des vidéos spécifiques sur chaque partie de Kant, hein, qui encore une fois est l'un des philosophes, si ce n'est le philosophe majeur de l'Aufklärung, hein, des Lumières, hein, et comme disait bien Kant, hein, et l'audace de te servir de ton propre entendement. Hein. Donc voilà, et l'audace de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Allez, merci et à bientôt.